Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Oujda. Alors aujourd'hui, on va parler de la maltraitance, on va parler du bonheur, on va parler du bien-être et puis on va parler de la culture de la joie et la logique de l'amour de soi. Donc je souhaite que vous soyez en forme, que vous soyez zen. Et puis j'aimerais vous dire qu'il y a des faux comptes qui utilisent mon nom pour arnaquer les gens, donc je suis pas responsable de tout ça. On a déjà déposé nos plaintes contre eux. Donc je vous conseille de bien vouloir cesser de cesser d'essayer de retrouver des amis, des connaissances ou même de contacter des professionnels de santé en privé sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux au Maroc, c'est une source de problèmes, c'est une source de source infinie de maladies psychiques et de mentales. D'accord? Vous n'allez retrouver que les malades sur le plan psychico-mental ou les criminels sur les réseaux sociaux. Alors, la maltraitance. Donc, comme c'est écrit sur votre écran, le bonheur se trouve loin des gens qui vous traitent mal. Alors, vous devez savoir que nous, dans la vie, on a une seule vie, ok? On a une seule vie, et puis on va quitter ce monde-là, d'accord? Donc, si tu gaspilles ton temps, donc la vie c'est un ensemble de moments, ensemble de temps, ensemble d'heures, minutes, secondes, fractions de secondes et beaucoup de choses. Donc, si tu perds une minute en pensant à quelqu'un, c'est-à-dire que tu lui as consacré quelque chose de très précieux, parce que la vie c'est quelque chose de très précieux, ok? Alors, dorénavant, on va essayer de bien gérer nos temps, nos minutes. C'est-à-dire que les gens qui, à partir d'un certain âge, quand on grandit, quand on devient plus mature, plus responsable, plus sage, relativement plus sage qu'avant, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, on change totalement et on commence à apprécier ce qui est normalement doit être apprécié, ce qui normalement doit être apprécié. On commence à apprécier le temps. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'en plus on grandit, plus on s'approche de la mort, ok? C'est évident. Donc, ce n'est pas négatif de penser ainsi, non. Au contraire, je pense que c'est très positif de penser que la vie a a un début et une fin. Donc, puisqu'on ne connaît pas la fin, c'est-à-dire qu'on doit en profiter le maximum possible. Ok? Pour profiter de ta vie, il faut d'abord que tu apprécies ta vie, que tu connaisses la valeur de ta vie. Dans la vie, c'est un ensemble, comme on a dit, de moments, de durée, de temps. Ok? Là, qu'est-ce que tu vas, comment est-ce qu'on change? Comment est-ce que notre mentalité, notre culture, notre logique, notre raisonnement change à un certain âge? Eh ben, on commence à bien réfléchir, à se dire, le temps passe rapidement, très rapidement, et on n'a pas assez de temps pour le rancune, pour la haine, pour les idiots, pour être idiot, pour la naïveté, pour les malentendus et pour les ignorants. D'accord? Parce que plus tu grandis, quand on grandit, ça ne veut pas dire qu'on est moins ignorant, non. Tu es moins ignorant quand tu fais un effort pour lutter contre l'ignorance. Mais si tu veux baigner dans l'ignorance, ça c'est ton choix. Hein? Ça te regarde. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que dans la vie, il faut apprendre à s'arrêter de temps à autre pour se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut apprendre à s'arrêter. Il faut apprendre à s'évaluer tout seul. Hein. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire, euh, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'évaluer, pour te projeter, pour parler avec toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Parce que ton cerveau est suffisant.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut uniquement avoir une bonne éducation. Et si tu n'as pas bénéficié d'une bonne éducation, si tu n'avais pas la chance de d'avoir une bonne éducation, eh ben c'est pas trop tard. Tu peux toujours apprendre à t'éduquer toi-même. Tu vas te considérer comme étant un petit, un gamin, et tu vas te dire, je vais commencer à éduquer un petit enfant qui est par exemple Asma, par exemple je parle de moi, ou sinon si tu t'appelles Alain ou David, tu vas te dire, ben je vais éduquer un petit enfant qui s'appelle David et je vais prendre soin de lui. David ne sait pas faire un truc, il doit apprendre à le faire. Pour apprendre à réussir quelque chose, on sollicite toujours les grosses têtes dans ce domaine. David a du mal à dire non, donc on doit apprendre à dire non. Pour apprendre à dire non, il ne faut pas dire non à tout le monde. Il faut quand même peser les choses avant d'agir. Donc là, on a besoin de quelqu'un pour nous montrer comment peser. Ça demande du temps pour apprendre à le faire. C'est pas quelque chose euh, d'immédiat, ok? Voilà, c'est comme ça. Je vais lire vos commentaires. Bonjour, Lella Hasna. Bon sujet, merci. Je vous en prie, Lella Touria. Bonjour, Malapo. Très bien. Alors, on va aller étape par étape. Pourquoi c'est important de traiter ce sujet? Parce que en médecine générale, nous avons beaucoup de maladies qui sont liées à ça. Par exemple, cette semaine, j'ai vu un patient qui a ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Moi, je n'aime pas ce diagnostic. Je n'aime pas dire aux gens vous avez une colopathie fonctionnelle parce que je sais très bien que c'est pas fonctionnel à 100%. Je sais très bien qu'il y a une cause derrière tout ça. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire aux gens tu as un problème fonctionnel lié à ce nombre de problèmes de santé. Et on doit agir sur tous ces problèmes de santé. Et parmi les paramètres sur lesquels on doit agir, c'est la mentalité et la façon de voir les choses. Bonjour docteur, bonjour. Merci beaucoup pour les conseils, je vous en prie Léla. Alors, nous les êtres humains, quand on est à l'état normal, on a des sentiments, on a des réflexes, on a des réactions. On a des moments où il y a des moments où on se sent vraiment très confiant, très sûr, très capable, très fort et très déterminé. On n'hésite pas. Il y a des moments où on ne sait pas quoi faire. On est plus indécis. D'accord? Donc il faut savoir que ça c'est normal. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est le fait de mener toute une vie dans ce désarroi, dans cette perte, dans cette mélancolie, si vous voulez, dans ce labyrinthe. Si il t'est déjà arrivé de te sentir seul, ça ne veut pas dire que tu es malade. Mais si toute ta vie tu t'es senti seul, alors là, il y a un problème. D'accord? Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que juste le fait d'entendre ça, ça rassure déjà et vous allez déjà avoir une petite quantité, une petite dose de confiance en soi. Parce que pour améliorer quelque chose, il faut quand même encourager. Pour encourager, il faut de petites doses de réussite. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Tu veux réussir par exemple à acheter ta villa, ok, ou ton appartement. Un appartement, ça coûte 200 000 euros, par exemple, ou 100 000 euros, ou 150 000 euros. Donc toi, quand tu entends 150 000 euros, c'est trop, c'est énorme. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir de petits challenges, si vous voulez. Les petits challenges, c'est quoi? C'est de faire de petites économies. C'est-à-dire, tu vas mettre, je sais pas moi, 1 euro par jour. Et dans un mois, tu vas trouver 30 euros. Quand tu trouves 30 euros, dans ta tête, tu as une relation cause à effet qui est là, qui est garantie, qui est faite, qui est sûre, qui est confirmée. C'est-à-dire que tu vas avoir une petite dose de confiance en soi qui te dit dans ta tête, c'est-à-dire tu auras une petite nouvelle voix dans ta tête qui va te dire Madame Catherine, bravo, vous avez réussi ce que vous avez entretenu. Vous avez décidé de faire une petite épargne 1 euro par jour et pendant 30 jours, pendant un mois, vous avez pu avoir ou économiser
30 €. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de parfait, de meilleur, d'agréable, de fort. Vous êtes très forte parce que vous avez pu patienter 30 jours pour avoir 30 €. Mon Dieu, mais c'est merveilleux tout ça. Ce sont les petits challenges. Moi, je les appelle comme ça. Ok? Ces petits challenges sont très importants dans notre vie. Alors, moi, je pense que pour traiter un patient, on a besoin de l'encourager. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'à un âge très, très, très avancé ou à un certain niveau de sagesse assez avancé, on comprend très bien qu'il y a une grande différence entre la motivation et la discipline. Et on ne compte plus sur la motivation. On est habitué à travailler avec la discipline parce que c'est important, parce que ça donne des résultats. Comme a dit Cristiano Ronaldo, le talent n'est pas suffisant pour réussir. Il faut un grand effort. Bien. Mais quand je m'adresse à un patient qui est déjà fatigué, qui est déjà épuisé, qui est déjà en burn-out, qui se sent seul, qui a déjà été trahi, qui a déjà été déçu, qui est déprimé, alcoolique, tabagique, obèse, je sais pas moi, il a besoin de... Il a un système, il a un logiciel, il a une application dans sa tête qui ne comprend que la motivation. Il n'est pas encore arrivé au stade de la discipline. D'accord? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le choquer. Il ne faut pas lui demander de faire des choses difficiles. Parce que lui, il ne sait pas. Il ne peut pas. Il sait très bien qu'il doit se lever le matin, qu'il doit faire du sport, qu'il doit prendre sa douche, qu'il doit être positif, qu'il doit être optimiste. On sait tout ça. Mais à certains moments, on a du mal à se sentir optimiste et on a du mal à se sentir motivé et on a du mal à faire ce que on sait très bien. D'accord? Donc ce n'est pas il n'a pas de problème cognitif. Vous tous, vous savez très bien ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous montrer comment agir. Parce que vous avez un cerveau. Mais le problème, il est où? Le problème est dans quelques détails. Et ces détails diffèrent d'une personne à l'autre. Ok? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la gentillesse d'aller très doucement avec le patient, de le respecter, de respecter sa faiblesse relative, sa faiblesse actuelle. Et puis, il faut aller tout doucement. Je ne vais pas te demander d'avoir de la confiance en soi parce que vraiment ça détruit la confiance en soi. Je ne vais pas te demander d'être assidu, non. Je ne vais pas te demander de respecter une certaine discipline. Je ne vais pas te recommander des recettes et je vais t'obliger à les faire, non. Je vais t'accompagner. Alors l'accompagnement est, est, euh, est une notion très importante que vous devez savoir, que vous devez connaître. L'accompagnement, c'est une culture. Quand tu veux accompagner un petit enfant, je vais bien expliquer ça parce que c'est très important. On va ouvrir une grande parenthèse qui s'appelle accompagner un patient. Je vais lire vos commentaires avant pour pouvoir suivre vos désirs, vos demandes. Moi, je prends de l'âge. Plus je deviens nerveuse, je supporte plus mon entourage. Et vous êtes en train de rigoler. Vous supportez plus votre entourage, c'est-à-dire qu'il y a un problème de communication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de mettre beaucoup d'analyses, beaucoup de diagnostics dans une communication. Quand la communication n'est pas très, très, très bonne, alors là, il y a des diagnostics, c'est-à-dire il y a une grande analyse que les psychiatres font pour pouvoir savoir il est où le problème dans la communication. D'accord? Alors, aidez-moi à me souvenir, nous avons une parenthèse qui s'appelle l'accompagnement. Et là, on va ouvrir une parenthèse de la communication pour répondre à la dame. Je vais reprendre son commentaire. Elle a dit, moi, plus je prends de l'âge, plus je deviens nerveuse, je ne supporte pas mon entourage. J'y pense voir un psychologue. D'accord. Alors, moi, ce que je vous conseille, les psychologues sont parfaits, sont bien classés, sont bien placés pour aider tout le monde, ok? Mais ce que je propose, c'est de voir un médecin généraliste. Et par la suite, le médecin généraliste va faire un examen clinique, va savoir est-ce que vous avez un problème qui pourra expliquer partiellement
ou en grande partie votre problème, parce que quelqu'un qui ne supporte pas l'entourage, je vais partager avec vous quelques cas. J'avais une patiente qui avait eu de l'hypertension artérielle, ok? Et cette patiente est revenue me dire, docteur, moi j'ai un problème de pression artérielle lié à une otite, à une otalgie, pardon, à une otalgie. Elle a une douleur, elle avait une douleur au niveau de son oreille. Donc, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés entre eux et qui interagissent entre eux. D'accord? Par exemple, si une patiente hypertendue, c'est-à-dire elle a de l'hypertension artérielle, elle a des bourdonnements d'oreilles, elle a l'impression, elle écoute, elle entend des bruits qui les dérangent en permanence, H24. Est-ce que vous pouvez supporter un bruit de fond pendant toute la journée? Non, pas possible. Vous n'allez pas seulement développer une hypertension artérielle ou une colère, mais vous pouvez très bien devenir agressive. Donc à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes avec votre entourage. Vous vous croyez victime de la toxicité de votre entourage, alors que peut-être, hein, je ne vous accuse pas, mais peut-être que vous êtes en partie responsable de cet état, de ce problème de communication. Un simple exemple, c'est les personnes hypertendues qui ont des bourdonnements d'oreilles et qui parlent à haute voix. Moi, personnellement, lorsque quelqu'un parle à haute voix, j'ai l'impression qu'il veut me gifler. Des fois même, j'ai peur, je reste comme ça sur mes gardes. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est important de voir un médecin généraliste pour bénéficier d'un examen clinique complet, général. Et puis, le médecin généraliste va peser, juger l'importance et la nécessité de voir un médecin psychiatre. Et le médecin psychiatre, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait peur, non. C'est quelqu'un qui connaît très bien les personnalités, les troubles de personnalité, les problèmes de l'enfance, les complexes. Et je pense que ça serait mieux de profiter de la présence de médecins psychiatres pour discuter, ok? Bien avant l'installation ou la survenue de la maladie psychique ou de la maladie mentale, ok? À chaque fois que vous avez des problèmes avec votre entourage, il faut toujours penser à la communication. Et quand on a un problème de communication, il faut toujours penser à un problème physique qu'on peut toucher, qui est là, et qui peut expliquer en partie ce problème de communication. Par exemple, quelqu'un qui travaille la nuit, qui dort pas bien, ne sera jamais en bonne humeur. Tu pourras jamais être en bonne humeur si tu n'as pas bien dormi, ok? Donc, si tu dors pas bien, si tu as une insomnie, si tu veilles le soir, jamais tu pourras avoir un bon état d'humeur et puis jamais tu seras à l'aise. Et puis, ça va sûrement retentir sur ta façon de voir les choses et ta perception. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien te parler ou plaisanter avec toi et toi, tu vas considérer ça comme étant une insulte, comme étant... tu vas devenir très sensible, tu vas devenir très vulnérable. Peut-être que tu vas juger les gens, tu vas continuer à critiquer. Moi, personnellement, j'aime pas les gens qui critiquent tout le temps, ok? Surtout tout ce qui est personnel. Donc, si jamais j'ai affaire à quelqu'un qui dort pas bien le soir et qui critique tout le monde et qui va pas bien, je vais arrêter tout type de lien avec cette personne. Parce que moi, j'ai pas besoin de toxicité dans ma vie, ok? Les choses sont bien claires hein, dans ma tête. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas gentil et que on est obligé de supporter les gens toxiques. Non, tu es toxique, tu dois voir un psychiatre. Point à la ligne. Alors, restons dans la parenthèse de la communication. Pour répondre à la dame, elle a dit, je pense voir un psychologue. J'ai déjà vu un médecin, alhamdoulilah, j'ai rien. Mais je sais ce que j'ai. Je n'aime pas mon travail. Merci beaucoup, ma chère. Ah, d'accord, vous n'aimez pas votre travail. Ah, ça c'est intéressant. Bah, je vous souhaite un très bon courage. Et j'aimerais dire à toute personne qui n'aime pas son travail, le travail est bon pour la santé. Ok, le travail est sacré. Le travail est une source d'argent. Mais notre vie,
Alors moi, j'ai une façon de voir les choses un peu différente, hein. Je ne veux pas vous encourager à quitter votre travail. Moi, j'ai été éduquée d'une façon un peu spéciale. Notre famille est un peu spéciale. Dieu merci. Moi, je pense que la vie est quelque chose de précieux. Je pense que le bien-être est quelque chose de précieux. Je pense qu'on mérite tous être bien traités, faire ce qu'on veut, jouir de notre jeunesse, faire exactement ce qui nous arrange, parce que c'est important. On passe de longues années d'études, on travaille très dur, on a passé des gardes, on fait un grand effort. Et si tu fais un grand effort durant ta vie, eh ben, c'est pour être récompensé. D'abord ici dans cette vie et puis au paradis, Inch'Allah. Donc je pense que la moindre des choses qu'on mérite, c'est une vie normale. Une vie, c'est faire ce qu'on veut, ok? Peu importe les problèmes, parce que les problèmes, c'est quelque chose qui peut survenir à n'importe quel moment. Les problèmes, c'est une partie de la vie. D'accord? Mais essayons de vivre au lieu d'exister, au lieu de survivre. Parce qu'il y a une grande différence entre exister et vivre. Alors, on disait quoi? Pour fermer la fenêtre de la communication, pour toute personne qui se sont entourées par des gens toxiques, s'il vous plaît, est-ce que le live marche bien? Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? Oui, très bien. Écoutez, moi j'ai une mentalité un peu spéciale et je n'aime pas imposer. Ça coupe. Ah oui, c'est ce que j'ai remarqué. Je suis désolée pour la qualité de la connexion. Je sais pas comment gérer ça. Très bien. Alors, en parlant de la communication, de la toxicité et tout, alors moi j'ai une mentalité un peu spéciale. Je pense qu'on est tous spéciaux, ok? On a tous, on n'est pas identique, on n'est pas censé être identique et on est unique. Chacun de nous est unique. Mais il faut il faut grandir dans une atmosphère et dans une famille, dans une communauté, dans une société qui respecte ce caractère pour être respecté à l'âge adulte. Pourquoi? Parce qu'à l'âge adulte, quand tu veux faire quelque chose, tu seras entouré par des gens qui se mêlent de tes affaires et qui critiquent ta façon de voir les choses, qui critiquent ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie. Et pourquoi ils n'ont pas de vie propre à eux? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié d'une éducation normale. D'accord? Voilà d'où viennent les problèmes. Ok? Donc, tout le monde est intelligent, tout le monde est unique, tout le monde, personne ne ressemble à l'autre et personne n'a les mêmes capacités que l'autre. D'accord? Ça, premièrement. Donc, si je suis en train de parler de moi, ça ne veut pas dire que je dois
j'ai pas envie d'imposer ou d'influencer les abonnés. Non. Moi, je parle de moi et toi, tu dois parler de toi. Tu dois choisir ta façon de vivre. Parce que c'est ta vie. Finalement, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas décéder. Un jour, c'est toi qui vas quitter cette vie, c'est ce monde. Ok? Donc, puisque tu as une seule vie et puisque tu es la seule personne qui va rester avec toi, qui va t'accompagner durant toute ta vie H24, c'est toi. Donc, tu dois apprendre à vivre avec toi, tu dois apprendre à avoir une bonne relation avec toi-même. D'accord? Est-ce que c'est clair? Du coup, tu dois apprendre à développer une certaine indépendance affective parce que tu ne peux pas rester accolé aux gens. Tu ne peux pas dépendre des gens. Tu ne peux pas rester coincé dans une zone de confort avec une seule personne. Tu dois apprendre à vivre. Tu as une vie, tu as quelque chose de précieux entre tes mains. Il faut découvrir la valeur de ce que tu as. Bien. Alors, la communication. Par exemple, cette dame a un problème d'entourage, elle ne supporte pas son entourage, comme on a dit. On commence par la médecine générale, le médecin psychiatre, et puis elle a découvert qu'elle n'aime pas son travail. Et ça, je pense que c'est une cause, c'est une raison très importante pour pouvoir pousser la dame à ne pas se sentir à l'aise et puis à ne pas pouvoir supporter son entourage. Donc elle a une raison très importante qui peut expliquer ça. Très bien. Alors là, on va revenir à notre parenthèse qu'on allait traiter. C'est l'accompagnement. Pourquoi c'est important de comprendre l'importance de l'accompagnement? Parce que, prenons l'exemple d'un enfant. Quand tu es à un barrage, par exemple, quand ton enfant te dit, maman, est-ce que tu peux m'accompagner aux toilettes le soir? Il a peur du noir. Par exemple, la lumière est déjà là, donc tout est allumé, mais l'enfant ne veut pas partir tout seul, ne peut pas. Toi, dans ta tête, tu te dis, il n'y a personne, la porte est fermée, la porte du garage est fermée, tout est fermé, tout est verrouillé, il n'y a aucune possibilité de d'être surpris par quelqu'un à l'intérieur de la maison. Tout est surveillé par des caméras, ok? Tout va bien. Donc le petit, logiquement, ne doit pas avoir lieu, ne doit pas avoir peur d'aller tout seul aux toilettes. Très bien. Mais lui, il a peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le laisser uriner dans ses pantalons, dans son pyjama, ou bien tu vas l'accompagner? Alors je veux une réponse, s'il vous plaît. Ton fils a peur d'aller tout seul. Il ne peut pas partir tout seul faire pipi le soir. Tu as allumé la lumière et il ne peut pas partir tout seul. Est-ce que tu vas l'accompagner ou est-ce que tu vas le laisser uriner dans son lit? Je veux une réponse, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas répondre, au moins dites-moi, est-ce que le live marche bien? D'accord? Je vais l'accompagner. Bravo, madame. Pourquoi vous allez accompagner votre enfant? Parce qu'il en a besoin. Alors, la logique dit qu'il n'a pas besoin d'accompagnement. Mais la réalité et la vérité, c'est qu'il a besoin de cet accompagnement. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut analyser dans ce point. Par exemple, la relativité, d'accord? L'âge, beaucoup de choses. Donc, pourquoi, quand un malade, quand quelqu'un souffre, on ne prend pas en considération la relativité, on ne comprend pas en considération qu'il est différent de nous, on ne prend pas en considération que peut-être que ce qu'il rapporte est vrai. Pourquoi? Parce que personne ne pourra comprendre quelqu'un s'il n'est pas passé par la même station, par la même expérience. D'accord? Bien sûr, l'accompagner, bravo. Donc ça veut dire que vous êtes normand, déjà. Moi, j'ai aimé vos réponses parce que c'est tellement juste, tellement vrai. Alors, en médecine, c'est exactement la même chose.
Quand tu pars chez ton psychiatre pour lui dire je vais pas bien, je veux me suicider, il te donne un médicament, il a besoin de te faire un accompagnement. Quand il te propose des séances, il y a beaucoup de gens qui croient que le médecin veut juste gagner plus d'argent, alors que c'est pas vrai. Quand tu veux, par exemple, apprendre à dire non, c'est pas facile d'apprendre à dire non. C'est pas facile, tu as besoin d'être accompagné, de faire de petits pas. Quand, par exemple, quelqu'un te dit « Ah non, tu dois faire confiance, tu dois avoir confiance en toi. » Non, 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 il faut jamais prononcer ces mots-là. La confiance en soi, c'est un voyage, c'est, c'est un projet. C'est beaucoup de choses. C'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Avec un esprit sportif, je vous le dis, c'est pas donné à tout le monde la confiance en soi. Donc, au lieu de dire à quelqu'un tu dois être confiant et tout, vous devez normalement le confier à un professionnel de santé expérimenté pour l'accompagner. C'est-à-dire quoi l'accompagner? Je vais vous donner des exemples. L'accompagnement dont on a tous besoin à des degrés bien sûr variés selon notre maturité et tout, maturité émotionnelle et tout. Donc l'accompagnement, ça consiste à prendre un carnet et d'écrire exactement tout ce qui te fait mal. Je vais partager avec vous juste quelques exemples, ok? C'est-à-dire que si tu sais pas comment répondre, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà qui s'est déjà trouvé ou retrouvé embarrassé par quelqu'un? À un certain moment, tu n'as pas su comment répondre. Ça arrive, hein, surtout aux jeunes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire, vous êtes mis dans une situation où on vous a embarrassé, où on vous a, euh, voilà, on vous a gêné, on vous a surpris, on vous a manipulé pour que les choses soient claires. Et puis, vous n'avez pas su comment répondre et vous avez dit n'importe quoi et après vous l'avez regretté. Vous vous êtes dit, non mais comment j'ai répondu oui? Non mais comment j'ai accepté? Vous savez pourquoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui ou non? À vous la parole. Pas mal de fois. Bravo. Alors, l'accompagnement, c'est quoi? Je vais vous parler du traitement. Un traitement superficiel, c'est-à-dire du n'importe quoi, ce que certains thérapeutes font, ok? Et puis, on va parler de l'accompagnement, le vrai accompagnement, oui. Et c'est normal. Pas mal de fois, et c'est normal. Bon, je peux pas juger est-ce que c'est normal ou pas, parce que moi, en général, je juge pas les choses. Mais à chacun son jugement. C'est-à-dire que chaque situation doit être analysée avec le psychiatre et tout pour savoir est-ce que c'est normal ou pas. D'accord? Mais moi, je préfère ne pas juger est-ce que c'est normal ou pas. Alors, il y a le traitement superficiel, ok? Ou le développement personnel superficiel. Et il y a le vrai développement personnel. Le vrai développement personnel, normalement, doit se faire sous la chefferie d'un professionnel de santé psychique et mentale, un médecin psychiatre. Si vous n'êtes pas suivi par un psychiatre, vous n'êtes pas bien suivi. Point à la ligne. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, dans ma pratique quotidienne professionnelle, je reçois des coachs qui souffrent de la dépression. Ils sont perdus, ils sont détruits. Pourquoi ils sont détruits? Ils me disent, docteur, moi j'ai aidé les gens à se développer, à s'épanouir et tout, alors que j'ai remarqué que j'étais juste en train de me mentir, que c'est moi qui avais besoin de tout ça. Il y a des coachs qui nous disent, docteur, j'en peux plus, docteur, je veux me suicider, je peux plus écouter les problèmes des gens. Mais c'est normal, parce que toi tu n'es pas guéri à 100% et tu veux aider les autres. Tu vas faire une crise. Faut pas se mentir, arrêtez de se mentir. Arrêtez de travailler d'une façon superficielle. Arrêtez de demander aux gens d'être positifs. Mais je peux pas être positif H24. Sinon, je suis pas normale, je suis psychopathe.
Je dois prendre de la drogue pour être positif tout le temps. Donc l'accompagnement, c'est quoi? Quand je t'accompagne, je veux te traiter, par exemple, toi, dans un domaine, tu es très bien expérimenté, tu es très mature, très intelligent, tu as beaucoup de recul, tu es très confiant en toi. Parce que la confiance en soi diffère selon le plan sur lequel on est en train de parler. Ok? À quel niveau tu es confiant en toi? Dans quel domaine? Par exemple, au travail, tu es bien confiant en toi, tu vas bien. Mais sur le plan personnel, tu es faible. Ou l'inverse. Donc, si je veux te soigner, normalement, je dois t'accompagner. Et pour t'accompagner, je dois comprendre que tu peux être bien confiant en toi dans un domaine et comme un petit gamin dans un autre domaine. D'accord? Donc, lorsque le professionnel de santé va essayer d'analyser, il va aller très doucement avec toi et il va, par exemple, dans un domaine, elle va te parler comme un homme, comme un lion, et dans un autre domaine, il va te parler comme un gamin, comme un petit. Ok? Pourquoi? Parce que toi, tu as deux vitesses ou trois vitesses, par exemple. Sur le plan professionnel, tu es quelqu'un de brillant, c'est-à-dire tu es comme une voiture qui roule à 220 km par heure. Mais sur le plan personnel et notamment sur le plan relationnel avec les amis ou avec les membres de la famille, tu es encore le petit gamin naïf ou le petit enfant obéissant de ta maman. C'est-à-dire que tu roules avec une vitesse de 20 km par heure. Est-ce que vous avez compris cet exemple? Je veux juste savoir oui ou non. Si c'est non, je vais bien le développer. Est-ce que vous avez compris que on peut très bien avoir des niveaux de confiance différents selon quelle partie de notre vie? Est-ce qu'on parle de la partie professionnelle ou de la partie... Oui, très bien, bravo. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que il y a beaucoup de patients que moi, personnellement, j'ai déjà traités qui ont un sentiment de culpabilité très élevé et un sentiment de regret très élevé et un sentiment de déception très, très, très important. Pourquoi? Parce que ils se culpabilisent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent non, mais moi je suis quelqu'un de brillant, je suis quelqu'un de très, de très professionnel, je suis quelqu'un de meilleur, je suis le premier de ma classe, je sais pas moi, je suis un très grand homme d'affaires. Je peux pas admettre être eu, être trahi. Mais toi, tu as été trahi. Attention, attention, attention. L'accompagnement, c'est ça. L'accompagnement, c'est comme si tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui va se réveiller et qui va discuter avec toi. Et c'est ça le rôle du psychiatre. Si tu comprends que tu as plusieurs vitesses, si tu comprends que tu as plusieurs niveaux de confiance en soi dans ta vie, parce que tu as bien évolué et tu as bien développé ta- une partie de ta vie par rapport à l'autre, alors là, tu vas comprendre pourquoi tu as cette discordance ou cette incohérence dans ta vie. Pourquoi tu es brillant sur le plan professionnel et ta vie est foutue, ta vie familiale est foutue, parce que tu n'as jamais bénéficié d'une bonne formation, d'une bonne éducation. Ok? Donc ça, c'est important. Première des choses. Pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que ça va te permettre de ne plus te sentir idiot. Il y a des patients qui me disent, docteur, je me sens idiot. Non, tu n'es pas idiot. Sauf que sur le plan professionnel, les choses sont bien claires. Tu es passé, tu as passé des années d'études. Tout le monde a étudié la même chose. C'est quelque chose de formel, c'est quelque chose de national, c'est quelque chose d'international. Mais sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan éducatif, tu as été seul face à tes parents. Tu as été seul face à tes parents. D'accord? Donc, tu as reçu une éducation qui est très très unique, si tu veux. Mais sur le plan professionnel,
tu as bénéficié d'une formation qui est universelle, si vous voulez, ou nationale. Donc, nous, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait chez toi à la maison quand tu étais petit. Pour savoir pourquoi tu as ce décalage entre l'évolution personnelle et l'évolution professionnelle, on doit comprendre et savoir comment est-ce que tu as grandi, comment est-ce que tu as été éduqué de la part de tes parents. Est-ce que tes parents étaient normaux sur le plan psychique et mental? Est-ce que tu n'as pas grandi entre les mains d'une perverse narcissique? Est-ce que tu n'as pas grandi entre les mains d'un père alcoolique? Je sais pas moi, d'accord? Donc, puisqu'il y a une différence entre les familles, c'est-à-dire il y aura une différence dans la confiance en soi sur le plan personnel. Voilà pourquoi tu as des fois un décalage ou un petit écart entre ce qui t'arrive sur le plan personnel et ce qui t'arrive sur le plan professionnel. Donc, tu n'as pas à te dire non, moi je suis idiot. Ou des fois, il y a même des patients qui, pour les alcooliques, pour certains alcooliques, ils se disent, ils ont absolument besoin de boire pour oublier ce qu'ils ont commis comme erreur. Par exemple, un grand monsieur, un grand cadre qui a honte de lui parce qu'il a commis une erreur sur le plan personnel. Il se dit, non, moi je suis un cadre, je sais pas moi, je suis bac plus plusieurs années d'études, j'ai un grand diplôme, j'ai pas le droit de commettre cette erreur. Non, monsieur, non. Personne ne peut vous juger. Non, monsieur, on n'a pas le droit de vous juger. Parce que vous avez une formation, vous avez un diplôme personnel et un diplôme scolaire et un diplôme professionnel, d'accord? Votre diplôme personnel, c'est ce que vous avez appris d'une école qui s'appelle la famille. Est-ce que cette école a l'autorisation, a la licence, a une autorisation pour éduquer les gens? Non. Il n'y a pas de diplôme pour les parents. Donc, tu as étudié dans un établissement où il y a pas de loi. Voilà pourquoi tu n'as pas eu un bon diplôme. Point à la ligne. Point à la ligne. Tu as évolué sur le plan professionnel parce que il y a des établissements qui sont reconnus par l'État, il y a des établissements qui ont un diplôme qui est reconnu, par exemple partout dans le monde, je sais pas moi. Ok? Voilà la différence. Mais la personnalité, par exemple, je parle du Maroc, la personnalité au Maroc ou dans n'importe quel pays, c'est un diplôme que tu as eu d'un établissement qui n'est pas reconnu. Un établissement qui n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Il s'agit de la famille. Donc si on veut améliorer quelque chose, je pense que ça serait merveilleux d'instaurer une certaine formation pour les pour les futurs parents. Je pense que ça serait magnifique. Merci, c'est gentil. Alors, l'accompagnement. Tu peux pas faire quelque chose tout seul, tu peux pas. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose tout seul, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que tu es stupide, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, mais ça veut dire uniquement que tu es encore jeune, immature dans un point de ta vie, dans un petit détail de ta vie, tu es immature. Tu peux être un grand architecte, tu es mature sur ce plan parce que tu as évolué entre les mains d'architecte, d'ingénieur, de génie civil, de beaucoup de choses, ok? Mais sur le plan personnel, tu n'as jamais grandi entre les mains de quelqu'un qui est mature sur le plan familial et relationnel. Point à la ligne. Tes parents n'avaient pas de l'intelligence émotionnelle, donc c'est comme si je t'ai laissé avec quelqu'un pour passer un stage et la personne responsable du stage n'était pas à la hauteur. Donc tu vas pas avoir une bonne formation. Voilà ce qui se passe. Donc l'accompagnement, c'est quoi? C'est de prendre le tout petit enfant à l'intérieur de vous et de le rééduquer, de l'éduquer de nouveau pour lui montrer qu'est-ce qui doit être, comment est-ce qu'on doit réfléchir. On doit corriger son système de croyance pour l'aider à avoir son propre système de croyance et non pas celui qu'il a hérité de ses parents. Ok? On va devoir nettoyer et corriger et traiter les traumatismes vécus par l'enfant, que ce soit des traumatismes physiques ou émotionnels. Ok? Il faut... excuse-moi,
Je suis un peu fatiguée. J'avais hier une journée très fatigante. Je suis vraiment désolée. J'aime beaucoup ce sujet parce que c'était un sujet de... C'était une partie de ma recherche, ok? Mais pour l'amour de Dieu, veuillez m'excuser, je suis trop fatiguée. En plus, j'ai travaillé ce matin. J'avais une consultation à domicile. J'avais un autre cas un peu difficile. Je suis vraiment désolée. Mais sinon, je promets de bien traiter ce sujet ultérieurement de façon très détaillée. Alors, pour mettre une petite conclusion initiale, c'est pas grave, merci beaucoup, Miss Céleste. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le bonheur se trouve loin des gens qui vous traitent mal. Vous devez savoir que si dans votre tête, il y a une voix qui te dit supporte la maltraitance, cette voix est vraiment très injuste et je pense que cette voix, vous l'avez héritée de vos parents, de votre famille. Donc il faut arrêter de dire aux enfants ou de demander aux enfants de supporter la maltraitance parce qu'à l'âge adulte, ils vont supporter la maltraitance au vrai sens du terme. Donc il y a un petit point, un petit bâton, si vous voulez, dans les roues qui vous bloque d'être vous-même, qui vous bloque d'avoir une vie normale. C'est cette acceptation de la maltraitance, de l'insulte, de la dévalorisation. Quand quelqu'un te dévalorise, il faut dire stop. Il faut apprendre à dire stop. D'accord? Il faut apprendre à dire stop à toute personne impolie. Si quelqu'un te parle d'une façon que vous n'aimez pas, si quelqu'un vous parle d'une façon que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, il faut arrêter et faire la remarque gentiment, poliment. Et si ça ne marche pas, il faut retrouver une façon de bien expliquer les choses. C'est-à-dire que tu n'as pas fait attention la première fois. Pour être clair, si tu as affaire à quelqu'un qui est mal élevé, qui a grandi dans une famille sauvage, et toi tu as grandi dans une famille chic, lui, il ne le fait pas exprès, mais il doit comprendre qu'on n'est pas dans la jungle. Si lui, il a grandi dans une jungle, ça ne veut pas dire que les gens doivent le supporter son caractère. C'est à lui de faire l'effort, ok? Pour les amis également, des fois, je vais vous donner des détails pourquoi vous acceptez ça. C'est clair pour vous que cette personne ne vous, ne vous, ne vous convient pas, que cette connaissance ne vous convient pas, que cette amitié est très nocive, mais pourtant vous acceptez. Ça ne veut pas dire que vous avez de la dépendance affective forcément, mais il y a beaucoup de choses qui vous poussent à accepter, à admettre la maltraitance. Dans le sujet, dans le prochain live, Inch'Allah, on va traiter pourquoi les patients acceptent d'être maltraités. On va parler de tous les détails, même des menaces des pervers narcissiques, même du chantage, même de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des crimes qui sont pas déclarés au procureur. Pourquoi? Parce que les patients ont peur. Alors, on va parler des menaces, on va parler du pervers narcissique, on va parler du chantage, on va parler de la peur. Parce que des fois, vous acceptez la maltraitance parce que vous avez peur. Peur de quoi? Peur des vengeances, peur de créer des problèmes pour votre famille. Par exemple, une femme peut accepter la maltraitance de son mari. Pourquoi? Parce que si jamais son frère apprendra ce qui arrive à sa sœur, il va le torturer, il va le tuer, il va se venger, je ne sais pas moi. D'accord? Mais en général, gardez toujours dans l'esprit que les hommes qui maltraitent les femmes ne sont pas des hommes. Je reprends. Les hommes qui maltraitent les femmes ne sont pas des hommes, ce sont des omelettes. Ce ne sont pas des hommes. Parce qu'un homme ne traite jamais mal une femme, ne l'insulte pas, ne la menace pas, ne lui prend pas son argent, ne lui demande pas forcément de faire quelque chose pour lui. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un de très, 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 très fort, de très robuste. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. C'est quelqu'un qui cache bien sa peine et sa douleur. C'est quelqu'un qui préfère souffrir à la place de sa femme ou à la place de sa sœur ou à la place de toutes les femmes qui sont importantes pour lui, d'accord? Et pour n'importe quelle femme. Donc, si les hommes ne sont pas encore, si tu connais un homme qui n'est pas encore arrivé à ce stade de force, c'est-à-dire que c'est un gamin. Les gamins, en général, on ne parle pas aux gamins, sinon on est des pédophiles.
À partir d'aujourd'hui, vous allez toujours veiller sur ça. Mais malheureusement, la maltraitance ne vient pas toujours des hommes. Des fois, ça vient de la femme. Une femme peut très bien maltraiter un homme uniquement parce qu'il l'a aimé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à développer une immunité émotionnelle bien faite et bien, euh, voilà, bien faite. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi, à ce soir ou à demain. Tout dépend de, de mon agenda parce que des fois, on me sollicite pour des consultations, surtout que j'ai commencé les consultations à domicile. Merci. On peut dire que la force de l'homme réside dans la maîtrise de sa colère et de ses actes. Oui, oui, parfaitement raison. Oui. Moi, je pense que les hommes sont, même si les femmes ne sont pas toutes d'accord avec moi, moi, je pense que les hommes sont très forts. Ils ont une force incroyable. Surtout quand je traite le problème du sevrage, les hommes, machallah, ils ont une force extraordinaire. Ils peuvent changer le monde, mais ils ont besoin de comprendre et de bien connaître leurs forces. Il a besoin d'une motivation, il a besoin de beaucoup de choses juste pour comprendre qu'il est fort et qu'il n'a besoin de personne pour être fort et qu'il n'a besoin de personne pour être intelligent et qu'il suffit de corriger les petites lacunes, les petites erreurs qu'il a dans son système de croyance. Il faut qu'il compte sur lui. Point. Un problème d'éducation. Voilà pourquoi moi j'accuse toujours la femme parce que tous les hommes ont été élevés et éduqués par des femmes. Merci, je vous en prie, s'il te plaît. Bye bye.